Tout a commencé quand je vivais à Boston en tant qu'étudiante à UMass. Un matin, je me connecte à mon compte de messagerie universitaire, espérant que mes demandes de prolongation pour un devoir aient été acceptées. Il n'y avait rien à ce sujet, mais un petit message de Gmail indiquait que j'avais été connecté depuis un autre endroit. Cela m'a un peu perturbé, car je ne me connectais à mon compte Gmail que via mon téléphone, mon ordinateur portable ou les salles informatiques du campus. C'était un lundi matin. J'avais été sur le campus tout le week-end, donc je ne comprenais pas comment j'avais pu me connecter depuis un autre endroit. J'ai mis cela sur le compte d'un bug ou d'un problème technique et j'ai continué ma journée. Seulement, ces notifications ne se sont pas arrêtées. Je continuais à recevoir de petites bannières sur mon téléphone, m'informant qu'une tentative de connexion avait été faite depuis une adresse IP que je ne reconnaissais pas du tout. Cela n'a cessé que lorsque j'ai changé mon mot de passe pour une de ces séries de lettres et de chiffres excessivement compliquées. C'est là que les choses sont vraiment devenues bizarres. Pendant 9 mois de l'année, Boston est pratiquement un désordre pluvieux et misérable. Alors pour préserver ma santé mentale, je gardais les stores de mon appartement fermés presque tout le temps. Qui voudrait contempler la pluie incessante? Vous pouvez donc imaginer à quel point il était étrange de rentrer chez moi, jour après jour, pour découvrir les stores ouverts. Au début, j'ai contacté mon propriétaire, furieuse, exigeant de savoir pourquoi ils entraient dans mon appartement sans permission. Ils ont bien sûr nié cela catégoriquement et m'ont assuré qu'ils me donnaient toujours un préavis écrit de 48 heures lorsqu'ils devaient entrer dans l'appartement. À ce stade, j'étais vraiment effrayé, alors j'ai carrément demandé au propriétaire qui pouvait bien entrer dans mon appartement en mon absence. Il a marqué une pause beaucoup trop longue avant de me dire d'appeler immédiatement la police, puis il a raccroché. Après cet appel avec le propriétaire, toutes ces choses étranges se sont arrêtées pendant un moment. J'étais convaincu d'avoir surpris le propriétaire en train de rôder dans mon appartement. Le fait que sa solution ait été de me dire d'appeler la police m'avait tout dit. D'ailleurs, lorsqu'on confronte quelqu'un et que les choses s'arrêtent, c'est un bon indicateur de culpabilité, non? Eh bien, j'avais tort, complètement tort. Un matin, je reçois un message d'un numéro inconnu. « Regarde dehors ». C'est tout ce qu'il disait. Je pensais que c'était un de mes amis avec un nouveau numéro. Rien d'inquiétant. Je descends alors à la porte d'entrée de l'immeuble pour voir qui est là. Il n'y avait personne. À la place, il y avait une boîte de chocolat et une douzaine de roses trempées par la pluie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui se passait depuis un mois environ. J'étais suivi, traqué jour et nuit par un pervers égoïste qui m'avait fait croire que j'étais en train de devenir folle. J'étais furieuse, bien plus que je ne l'avais été à tort contre mon propriétaire, à qui j'ai fini par présenter mes excuses sincères. Je suivis également son conseil et j'ai finalement appelé la police, qui, malgré mon scepticisme, a pris mes plaintes très au sérieux. Il s'avère que le Boston Strangler hante encore les esprits des policiers de Boston. La violence contre les femmes est quelque chose qu'ils abhorrent presque par mémoire génétique. Pour faire court, l'homme qui me traquait était le responsable du département informatique de UMass et avait donc accès à toutes sortes de fichiers numérisés sur les étudiants. Cela incluait les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les adresses de résidence pendant l'année scolaire et une multitude d'autres informations. Pas étonnant qu'il ait pu me tourner en bourrique, il me connaissait presque aussi bien que moi-même. Il a été arrêté, inculpé, et j'ai obtenu une ordonnance restrictive contre lui. Il a également été licencié de UMass et interdit de travailler dans toute institution éducative pour le reste de sa vie. Cela s'est passé à l'époque où j'utilisais encore Grindr. Mais cela me rappelle toujours à quel point je suis soulagé de ne plus faire de rencontres en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas Grindr, c'est une application de rencontres pour hommes gays qui affiche les personnes à proximité. Elle utilise votre position géographique mais ne partage pas votre localisation exacte, à moins que vous ne l'envoyiez directement à l'autre personne. J'ai reçu un message d'un profil vide, sans nom, sans photo et sans bio. La seule information qui apparaissait était qu'il se trouvait à moins d'1 kilomètre de moi. Cela arrive souvent, car il y a beaucoup d'hommes dans le placard, surtout à cette époque. En tant qu'homme en surpoids dans la communauté gay, je devais saisir toutes les opportunités, car la plupart des hommes gays de mon entourage ne me prêtaient même pas attention.
Il a commencé de manière assez gentille, se présentant sous le nom de Hey Zeus et me demandant comment j'allais, tout en engageant une petite conversation banale. Il m'a dit qu'il aimait les hommes plus corpulents, et après avoir échangé des photos, nous avons tous deux convenu que nous nous trouvions attirants. Il m'a alors demandé si je voulais venir chez lui pour jouer à des jeux vidéo et peut-être m'amuser un peu. J'avais rencontré quelques gars via Grindr auparavant, et même si nous avions passé de bons moments, cela n'avait finalement jamais mené à rien de sérieux. Cependant, je les avais toujours rencontrés dans des lieux publics. Je n'étais jamais allé chez eux, ni eux chez moi. Je me suis dit que cela faisait assez longtemps et qu'un peu de plaisir décontracté ne pourrait pas faire de mal. En plus, il était vraiment mignon, et exactement mon type. Il a proposé de venir me chercher, puisque j'étais à quelques rues de chez lui. Apparemment, il vivait dans un parc de caravanes à proximité. J'ai décidé de prendre une douche d'abord, et il m'a dit de me dépêcher de venir. Puis il a ajouté, un peu gêné, qu'il avait besoin de me demander un petit service. Il se demandait si je pouvais lui prêter 20 $. Supposément, il vivait avec sa mère et elle était partie pour le week-end en le laissant sans argent pour la nourriture. Avec le recul, je sais que c'était stupide, mais sur le moment, je me sentais un peu mal pour lui. Je lui ai dit que je n'avais pas de liquide, mais il a répondu que ce n'était pas grave, que je pouvais simplement lui envoyer de l'argent via une application, dont je ne me souviens plus du nom. Bref, je lui ai envoyé l'argent, pris ma douche, puis je lui ai fait savoir que j'étais prêt. Il m'a répondu qu'il était sur le point de partir, mais qu'il ne trouvait pas ses clés. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème, que je pouvais attendre dehors. À ce moment-là, je n'avais pas encore donné mon adresse, mais j'étais sur le point de le faire. Cependant, lorsqu'il n'a pas répondu à ma question sur ses clés, j'ai commencé à m'inquiéter. Les minutes ont passé, puis 1 heure. Je lui ai envoyé un autre message pour lui demander s'il venait toujours. Je pouvais voir qu'il se connectait et se déconnectait, donc je savais qu'il lisait mes messages. Finalement, j'ai accepté qu'il m'avait probablement fait faux bond et qu'il voulait juste de l'argent. Je lui ai envoyé un dernier message, lui disant que c'était vraiment nul et que s'il m'avait simplement demandé, je lui aurais donné l'argent sans qu'il ait besoin de tout ce stratagème. Que dire, je peux être trop gentil parfois. Quelques semaines ont passé, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, alors je l'ai bloqué. Ensuite, j'ai reçu un autre message d'un autre utilisateur de Grindr, relativement proche. Son profil était également vide, ce qui a éveillé mes soupçons. Il m'a dit qu'il aimait aussi les hommes corpulents, ce qui m'a encore plus mis la puce à l'oreille, car il est peu probable que 2 amateurs d'hommes ronds vivent si près de moi. Nous avons échangé des photos à nouveau, et c'était un gars différent. Cependant, il m'a soudainement demandé de l'argent, encore une fois. Sur Grindr, vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, il suffit d'une adresse email. Il y avait énormément de comptes de spam, souvent automatisés, c'était vraiment agaçant. Je l'ai confronté parce que j'étais sûr à 95% que c'était Hey Zeus. Au début, il a agi comme s'il ne savait pas de quoi je parlais, m'a traité de fou, puis m'a bloqué. Je me suis senti un peu mal parce que je pensais peut-être avoir fait une erreur et avoir repoussé un type sans raison. Mais sa réaction soudaine et offensive m'a laissé des doutes. Les semaines ont passé, et de temps en temps, ce même gars essayait de me tromper, même si je ne tombais plus dans le panneau. Finalement, j'ai explosé et lui ai demandé quel était son problème. Nous avons commencé à nous disputer, et à un moment donné, il m'a dit qu'il n'oserait pas me dire ça en face. Je lui ai répondu que je serais ravi de lui dire en personne, sans m'attendre à ce qu'il se présente vraiment. Cette fois, il a répondu « D'accord, on va voir ça. J'arrive bientôt. » À ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter, car j'ai pensé qu'il n'était peut-être pas gay et qu'il s'agissait d'un homophobe cherchant à tabasser des hommes gays. Je pense souvent à ces hommes qui ont perdu la vie après avoir rencontré quelqu'un sur Grindr. Cependant, je me suis souvenu que je ne lui avais jamais donné mon adresse. Voici notre conversation. Je lui dis « Bien essayé, mais je ne t'ai jamais donné mon adresse. » « Si, idiot, tu ne savais juste pas que c'était moi. Sois prêt, j'arrive. » À ce moment-là, mon anxiété a commencé à monter, car j'avais donné mon adresse à un gars qui avait annulé à la dernière minute, mais je n'y avais pas pensé, car c'était avant que Hey Zeus ne me recontacte. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai décidé de documenter ses menaces.
Je lui ai répondu, « Je sais que je ne t'ai pas donné mon adresse. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu verras, j'ai quelque chose pour toi. » Le parc de Caravanes voit souvent la police passer et mon quartier est séparé du leur par un bayou. La nuit, j'entendais souvent des coups de feu provenant de là-bas, donc j'ai commencé à paniquer. Et s'il avait une arme? Et s'il avait amené des amis avec lui? Je lui ai dit, « Ah ouais, et c'est quoi ce quelque chose? Quelque chose qui va te faire taire. Je suis dehors. » Là, j'ai vraiment commencé à flipper, car je ne savais pas s'il essayait juste de me faire peur, ou s'il était vraiment dehors. J'avais fait des captures d'écran de tout et les avais envoyées aux administrateurs de Grindr pour les signaler, car il s'agissait de menaces crédibles de violence. Je ne savais pas si je devais appeler la police car s'il mentait, je ne voulais pas avoir l'air idiot. En plus, je n'étais pas sûr que ce soit suffisant pour qu'il fasse quoi que ce soit. J'ai décidé de jeter un coup d'œil depuis la fenêtre de l'étage pour voir si je pouvais le repérer. Si je pouvais identifier la marque et le modèle de sa voiture, je pourrais au moins avoir quelque chose à donner à la police. Je vis dans un cul-de-sac, donc quand je regarde par la fenêtre, je peux voir toute la rue. En regardant, j'ai vu une voiture que je n'avais jamais vue auparavant, garée sur le côté de la route, au bout de la rue. Mon cœur battait à tout rompre, car je savais que c'était lui, mais une partie de moi espérait que ce ne soit pas le cas. J'ai décidé de le tester pour voir s'il était vraiment là. Il m'a dit « J'attends. » « Je ne te vois pas encore. Où es-tu ? » Bien sûr, je n'étais pas dehors, mais si c'était vraiment lui, pourquoi ne s'était-il pas garé devant chez moi, s'il ne connaissait pas mon adresse exacte? J'avais raison. Il m'a répondu « Oui, je te vois. Tu vas voir. Alors donne-le-moi maintenant. Je suis là. Attends un peu. » Je savais qu'il ne pouvait pas me voir depuis sa voiture car je jetais un coup d'œil discrètement et nos fenêtres avaient des rideaux d'intimité, donc de l'extérieur, on ne voit qu'un écran noir. Quelques minutes plus tard, la voiture a démarré et est partie. Je pense qu'il utilisait Grindr pour trianguler la zone où se trouvait mon quartier, mais bien sûr, il n'a pas trouvé ma maison exacte, car ce n'était pas à lui que j'avais donné mon adresse. Grindr m'a ensuite envoyé un message pour me dire qu'il avait été banni de l'application et qu'ils avaient contacté les autorités locales. Pas ce qu'il est devenu. La police ne m'a jamais contacté s'ils lui ont rendu visite, et je ne l'ai plus jamais entendu. Aujourd'hui, je suis marié, donc je n'utilise plus Grindr, heureusement. Cela dit, il m'a fallu un certain temps avant de pouvoir dormir tranquillement après cet événement. Je sortais rarement de la maison, et quand je le faisais, je vérifiais toujours que sa voiture n'était pas dans les environs. Voici l'un des chapitres les plus sombres de ma vie. L'histoire de la manière dont mon premier véritable petit ami m'a harcelé pendant environ 5 ans après que je l'ai quitté. La raison pour laquelle je l'ai quitté est que je le trouvais de plus en plus possessif et contrôlant. Cela m'inquiétait beaucoup, d'autant plus que j'étais quelques années plus jeune que lui, alors j'ai décidé de partir. La rupture en elle-même a été déchirante. Il a pleuré, crié et m'a supplié de ne pas le quitter. Eh bien, cela m'a donné encore plus de raisons de le faire. Il a fait une véritable crise de colère, ce qui a encore renforcé ma conviction que j'avais pris la bonne décision. Au début, après la rupture, son comportement ressemblait à celui d'un ex-amer mais inoffensif. Des textos et appels constants, des cadeaux envoyés à mon lieu de travail, demandant à mes amis d'essayer de me convaincre de revenir avec lui. Bref, le genre de choses habituelles. Après environ 6 mois, cela ne s'était toujours pas calmé. C'était une saga continue de drame et de misère, et cela commençait vraiment à me déprimer. J'ai commencé à le croiser en rentrant du travail ou quand je faisais des courses. J'ai dû retourner vivre chez mes parents pour qu'ils cessent de traîner devant mon appartement. Je ne pouvais pas quitter mon travail immédiatement, mais déménager chez mes parents n'a rien changé de toute façon. Ce comportement a continué pendant quelques années, empirant progressivement. Et la police était très réticente à faire quoi que ce soit, puisqu'il classait cela comme une sorte de dispute domestique. J'ai fini par déménager de chez mes parents et m'installer dans un nouvel endroit. Après quelques mois, j'ai même changé de travail 2 fois, et d'une manière ou d'une autre, il parvenait toujours à me retrouver. Peu importe à quel point je faisais attention. Je n'utilisais pas les réseaux sociaux et j'insistais même auprès de mes amis pour qu'ils ne prennent aucune photo de moi,
au cas où ils les publieraient sur leur propre réseau. Je gardais mon numéro de téléphone privé au sein de mon cercle d'amis, mais ils réussissaient toujours à obtenir mon nouveau numéro. Je suis devenu une véritable épave paranoïaque, pensant qu'un de mes amis m'avait trahi. Nous avons eu une sérieuse dispute. Je l'ai accusé de prolonger tout ce cauchemar en restant plus loyal envers mon ex abusif qu'envers moi. Je l'ai traité de tous les noms, des choses qu'aucun ami ne devrait jamais dire à un autre. Il m'a raccroché au nez après une salve d'injures qui est sortie de ma bouche. J'ai fini par m'endormir en pleurant cette nuit-là, incapable de manger quoi que ce soit à cause du stress. À ce stade, je dormais à peine, je n'avais plus d'appétit, je ne pouvais pas me concentrer au travail et je passais la plupart de mes soirées à me saouler. J'étais l'ombre de moi-même. Une autre année s'est écoulée, et comme nos rencontres devenaient de pire en pire, j'ai décidé de le signaler à la police à nouveau. Mais cette fois, j'avais une documentation complète de son harcèlement, des captures de textos, etc. Enfin, après avoir fait la majeure partie de leur travail toute seule, la police a fini par agir en ma faveur. Quelques mois après avoir fait le signalement, je me suis réveillé un matin et j'ai vu une histoire dans le journal The Globe. Des employés du Bureau des impôts de l'État utilisaient illégalement des ressources. Mon ex-harceleur était le principal auteur. Il utilisait son travail pour accéder à toutes mes informations. Grâce à son poste, il avait accès à mes dossiers fiscaux, ce qui signifiait que chaque fois que je changeais de travail, d'adresse ou de numéro de téléphone, il pouvait obtenir les informations les plus à jour. De plus, il utilisait sa position pour détourner des milliers de dollars de recettes fiscales sur son propre compte personnel. Avant que le procès ne commence, il a mis fin à ses jours. Et je n'ai pas honte de dire que j'ai pleuré de soulagement. Ce furent les pires années de ma vie d'adulte, et j'étais juste tellement soulagé que tout cela soit enfin terminé. J'ai rencontré Lucie pour la première fois lorsqu'elle s'est endormie sur mon bras dans le bus. Quand elle s'est réveillée, elle m'a lancé un regard vraiment bizarre avant de descendre du bus d'un air hagard. J'ai supposé qu'elle était dérangée parce que je ne l'avais pas réveillée plus tôt, alors je me suis reproché d'avoir été un peu bizarre et j'ai continué ma journée. On ne peut pas toujours réussir. Le lendemain, j'ai été vraiment surpris de voir son groupe d'amis assis à l'endroit où je m'installais habituellement dans le bus. Comme j'étais un adolescent maladroit, je n'allais certainement pas refuser un peu d'attention positive. J'ai fait la connaissance de ses amis, et j'ai fini par sympathiser avec elle avant de me rendre compte que je ne connaissais même pas son nom. Je suis malentendant, donc je ne l'ai pas entendu lorsqu'elle l'a dit. « Lucie, c'est ça ?» ?»« Oui, Lucie. Lucie et moi avons suivi un parcours de séduction typique du lycée. C'est-à-dire qu'elle était incroyablement directe, et après quelques semaines, j'ai compris l'allusion. Alors que nous devenions proches, Lucie se fixait sur mes anciennes peines de cœur et voulait tout savoir de ma vie personnelle. Comme je suis du genre à trop partager, cela ne me dérangeait pas de parler de moi, mais elle intervenait constamment en disant à quel point c'était horrible et qu'elle allait corriger mes amis pour m'avoir blessé. Même à 16 ans, je trouvais cela étrange et gênant, bien que je traversais ma phase émo. Ce qui me dérangeait vraiment à l'époque, c'est qu'elle posait tant de questions sur moi, mais ne disait jamais rien sur elle. Cela me donnait l'impression de toujours me confier sans jamais l'aider en retour. Durant cette période, elle a manqué quelques jours, et j'ai laissé une autre fille s'asseoir à côté de moi puisque le bus était bondé et que cela n'avait pas d'importance à mes yeux. Quand Lucie est revenue et m'a vu avec une autre fille, on aurait dit qu'on l'avait poignardée. Elle s'est presque ruée vers le siège derrière nous et a commencé à parler sans cesse. Je ne me souviens pas exactement de ce que Lucie a dit, mais l'autre fille ne m'a plus jamais reparlé après ça. Une fois sa rivale partie, Lucie a repris sa place à côté de moi. Et c'était à nouveau soleil et arc-en-ciel. Personne n'a jamais demandé à s'asseoir à la place de Lucie après cela. Lucie avait toujours un humour assez cru, mais au bout d'un moment, cela devenait blessant. Elle s'en prenait à mes insécurités, et chaque fois que je me vexais, elle continuait, sous prétexte que je ne savais pas prendre une blague. Ces plaisanteries s'arrêtaient généralement juste avant de devenir de véritables insultes. Quand Lucie n'était pas en train de me rabaisser, elle était incroyablement affectueuse.
Elle s'endormait sur ma poitrine pendant que nous rentrions en bus et parfois, elle parlait un peu d'elle-même. Je ne me souviens pas de la première fois où elle m'a frappé. Ce serait pourtant le genre de chose qui resterait gravé dans ma mémoire, comme une scène marquante de ma vie. Mais honnêtement, tout cela s'est mélangé avec le temps. Je sais que ça a commencé doucement, avec des petites tapes ou des gestes plus légers. Mais à la fin, elle me donnait des coups de coude dans les côtes pour une mauvaise blague. Ce n'est qu'après qu'elle m'a plaqué violemment contre un mur dans un couloir après un cours que j'ai compris que c'était devenu de la violence. Elle avait fait une blague terrible et m'avait poussé si fort que je me suis écrasé contre le mur. Elle a ri à cause du bruit que j'ai fait avant de me pousser à nouveau. Des gens passèrent dans le couloir avec nous, mais personne n'a réagi. Parfois, je me demande ce qu'ils pensèrent de moi. Je ne l'ai pas quitté après cet incident dans le couloir, mais j'ai commencé à m'affirmer. Cela a entraîné beaucoup de disputes, bien sûr. Ces disputes finissaient toujours de la même façon. Soit elle avait raison, soit c'était une erreur honnête. J'ai essayé de rompre plusieurs fois à cette époque, mais à chaque fois que j'essayais, elle trouvait une nouvelle histoire triste que je n'avais encore jamais entendue, rendant ses actions tout à fait compréhensibles. Je me suis laissé convaincre qu'elle était une âme tragique et que je pouvais l'aider. Je me suis persuadé qu'il y avait quelque chose de noble à supporter ses abus. Et personne autour de moi n'a essayé de me stopper. J'ai finalement trouvé le courage de la quitter après 3 événements majeurs en l'espace de 3 semaines. D'abord, j'ai découvert qu'elle prenait des photos de moi à mon insu et les publiait en ligne. Ce qui était étrange, c'est que je ne l'ai su que parce qu'elle me l'a montré elle-même. J'ai eu un sentiment de dégoût en voyant toutes ces photos quasiment identiques de moi, toujours de dos, sans regarder l'objectif. Le pire, c'était sa manière de me les montrer. Elle semblait ravie, comme si elle pensait que je serais heureux qu'elle ait envahi mon intimité. Le deuxième événement bizarre s'est produit lorsque j'ai essayé de la réveiller dans le bus, après environ une demi-heure passée à dormir sur ma poitrine. Je l'ai doucement secouée car nous étions à son arrêt, et elle s'est simplement levée, m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle ne dormait pas. Combiné avec les photos, cela m'a paru vraiment étrange. Elle n'a même pas essayé d'être mignonne ou romantique. Elle s'est juste contentée de dire « Je fais semblant de dormir sur toi parfois ». Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Le point de rupture est arrivé lorsqu'elle m'a montré des récompenses qu'elle avait reçues à l'école. Il y avait quelque chose de louche à propos d'un des prix. Il n'y avait pas son nom dessus. Oh, il y avait bien un nom, et même une photo d'elle souriante. Mais le problème, c'est que ce n'était pas adressé à Lucie. Vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti en découvrant que je ne connaissais même pas le nom de ma propre petite amie. Quelques jours plus tard, nous avons eu une de nos disputes habituelles, et j'ai mis fin à notre relation. Lucie a toujours été du genre persistant. Elle s'asseyait à quelques rangées derrière moi dans le bus et me fixait pendant que je marchais vers ma voiture en descendant. La regarder ne la faisait pas arrêter. C'était comme si elle voulait que je sache qu'elle me surveillait. Un jour, quand elle est montée dans le bus, elle m'a regardé droit dans les yeux pendant au moins 20 secondes en passant devant moi pour rejoindre son nouveau siège. Je suis presque sûr qu'elle s'attendait à ce que je lui parle. L'année suivante, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai trouvé un emploi dans la vente au détail. Fin de l'histoire, non? C'est ce que je pensais aussi. C'était le début de la saison de Noël et je travaillais à la caisse ce soir-là. Lucie, ou du moins celle que je croyais s'appeler Lucie, est entrée dans le magasin où je travaillais. Pur hasard. 1 an et demi s'était écoulé depuis notre rupture à ce moment-là, donc je n'étais pas ravi de la voir. Mais je me suis dit que nous pourrions peut-être faire semblant que ce n'était pas étrange. Elle m'a lancé un regard comme l'écureuil dans « Elle, jeu de glace ». Regarde son gland. Elle a pris quelque chose devant et s'est dirigée droit vers ma caisse. Elle ne m'a pas dit un mot, mais elle n'a pas détourné le regard, oscillant d'un pied sur l'autre comme un enfant excité. Ça me faisait mal de la regarder. Je l'ai encaissée en silence et j'ai attendu qu'elle parte. Puis j'ai regardé les autres caissiers pour chercher du soutien. L'un d'eux m'a dit qu'elle lui donnait une drôle d'impression. J'ai ressenti un très mauvais pressentiment après son départ. Lucie est devenue une habituée de notre petit magasin. Elle venait régulièrement et mettait mal à l'aise mes collègues. Lucie ne cachait jamais vraiment ce qu'elle faisait. Un des caissiers a mentionné à quel point elle venait souvent, et elle a répondu qu'elle venait pour me voir.
Elle n'a pas dit mon nom, mais elle m'a décrit. Après ça, chaque fois qu'elle arrivait, quelqu'un le signalait à la radio. Elle se trouvait souvent dans une des zones à proximité de mon espace de travail. On parlait plus d'elle que je ne la voyais. Je pense qu'elle se cachait de moi. Elle n'a jamais été bannie du magasin, malgré les plaintes, parce que les managers étaient des radins qui nous auraient vendus pour augmenter les ventes. Je sais que Lucie est responsable d'au moins une démission dans mon lieu de travail. Quelqu'un qui me ressemblait l'avait surprise à le fixer plusieurs fois et a entendu dire à quel point elle venait souvent. Finalement, le stress ne valait plus le salaire minimum. La dernière fois que j'ai vu Lucie au magasin, c'était il y a un peu plus d'1 an. Je discutais avec une des filles à l'arrière pendant que nous remplissions des chariots avec des produits à stocker. Nous étions près de l'entrée arrière, donc on pouvait voir depuis l'intérieur du magasin. Je suis parti pour ranger les produits dans mon chariot, et quand je suis revenu, je l'ai vue. Elle se tenait à environ 12 mètres de l'entrée arrière, immobile comme une statue. Je me suis figé en la voyant. Je l'ai observée fixer l'arrière de la pièce pendant ce qui m'a semblé être des heures avant qu'elle ne se retourne brusquement et parte rapidement. La fille à qui je parlais était toujours là quand je suis revenu, mais elle était beaucoup plus mal à l'aise après ça. Elle a démissionné 3 jours plus tard et m'a presque écrasé les côtes en me faisant un câlin d'adieu. Elle détestait son travail, alors j'aimerais penser que cela n'avait rien à voir avec Lucie, mais je ne le saurais jamais. J'ai quitté le magasin peu de temps après et trouvé un emploi qui ne nécessitait pas de contact avec des clients. Ce n'était pourtant pas la dernière fois que je l'ai vue. Pendant l'été, après avoir pris mon nouvel emploi, j'ai fait une dépression. Je me suis convaincu que j'étais indigne d'amour, que Lucie était vraiment la seule personne avec qui je pourrais être. Je suis sorti de chez moi sans aucun plan précis pour la retrouver. Sous la lumière des réverbères, je l'ai vue. Elle était avec une autre fille. Je me suis approché si près que j'aurais presque pu la toucher avant de revenir à mes sens. J'ai repensé à son harcèlement au magasin et j'ai réalisé que je devenais comme elle. Je suis rentré en courant chez moi. J'ai pleuré cette nuit-là. La dernière fois que j'ai vu Lucie, c'était la semaine dernière. Je rentrais du travail et j'ai décidé de m'arrêter pour dîner. Je pensais l'avoir vue dans la file d'attente, mais je me suis convaincu que c'était quelqu'un d'autre. J'ai commandé et je me suis assis pour manger. Je regardais par la fenêtre pendant que je mangeais, et elle a pris la table entre moi et la fenêtre que je regardais. Elle était avec un type qui me semblait vaguement familier, peut-être un camarade de classe. Elle était assise de manière à regarder à moitié l'homme, et toutes les quelques secondes, elle me regardait droit dans les yeux. Je savais que c'était elle. Elle avait changé de coiffure. Elle ressemblait maintenant beaucoup à la mienne. Après avoir terminé, je suis allé aux toilettes, car je me sentais malade. Après m'être lavé les mains, je me suis regardé dans le miroir, et j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Ça ne m'avait pas frappé avant, mais je portais mon uniforme de travail, avec le nom de l'entreprise en grosses lettres sur ma casquette. Elle lisait ma casquette. Lucie n'est pas encore venue à mon nouveau travail, mais je suis sûr qu'elle finira par se montrer. Je vais bientôt déménager, alors j'espère juste ne plus être là quand Lucie réapparaîtra. Lucie fait partie de ma vie depuis 4 ans. Nous avons fréquenté pendant 4 mois au lycée, et elle continue de réapparaître. Je n'étais déjà pas en parfait état mental avant de la rencontrer, mais j'ai l'impression qu'elle m'a brisé en tant que personne, et je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle m'a fait. Depuis son abus et son harcèlement, j'ai développé de graves problèmes de confiance. Je deviens extrêmement nerveux en quittant la maison, et les gens qui s'intéressent à moi me mettent immédiatement mal à l'aise. J'ai essayé de sortir avec d'autres personnes depuis, mais je n'y arrive pas. Je suis devenu un cas trop difficile à gérer à ce stade. J'ai donc décidé de rester célibataire jusqu'à ce que je puisse résoudre mes problèmes. Mais je t'en supplie, Lucie, ou quel que soit ton vrai nom, laisse-moi tranquille. Je me souviens de mon premier été après que mon copain et moi ayons emménagé ensemble dans un petit appartement d'une chambre. C'était presque le paradis. Peu importait que la cuisine soit trop petite ou que les voisins soient trop bruyants, nous avions enfin un endroit que nous pouvions appeler « chez nous ». Un matin, j'ai décidé de faire la grasse matinée pendant que mon copain se préparait et partait au travail. Mais comme c'était une matinée d'été étouffante,
J'avais laissé la fenêtre de la chambre ouverte pour laisser entrer un peu d'air frais dans l'appartement. Alors que je tentais de me rendormir, j'ai été réveillé en sursaut par la sonnette. J'ai essayé de l'ignorer, espérant que la personne partirait, mais ça n'arrêtait pas de sonner. Je me suis dit que c'était peut-être un colis à signer, alors en grognant intérieurement, j'ai enfilé quelques vêtements et suis allé regarder par le Judas. Rien, personne. Je me suis maudite d'avoir tardé et ai abandonné l'idée de dormir. J'ai décidé de prendre une douche. Vers midi, je suis allé ouvrir la porte-fenêtre coulissante qui donne sur la dalle de béton qui sert de patio. Nous avons des chats, donc garder la porte fermée était très important. Vous pouvez donc imaginer à quel point c'était étrange lorsque, en ouvrant la porte vitrée, j'ai remarqué que la moustiquaire était légèrement entr'ouverte. Je l'ai immédiatement refermée, me promettant de réprimander mon copain avant de décider de profiter un peu du soleil. Mon copain a fini sa journée de travail vers 16 heures. J'étais en train de faire une pause de mon bain de soleil, assise devant mon iMac à un bureau face au parking de l'immeuble. Comme je l'ai dit, il faisait vraiment chaud ce jour-là, et j'avais la fenêtre de la chambre grande ouverte. Quand il est arrivé sur le parking, je l'ai entendu commencer une conversation avec une voix féminine. À ce moment-là, je ne me suis pas inquiété, je ne suis pas du genre jalouse, et nous sommes plutôt amicaux avec les voisins, même les plus bruyants. Alors, je suis resté à ma place, attendant qu'il monte à l'appartement. Quand il est arrivé, il était très contrarié. Son ex-petite amie, une vraie folle, l'attendait sur le parking. Je n'avais aucune idée que cette fille existait. Il n'avait jamais mentionné son existence depuis que nous étions ensemble. J'ai découvert plus tard que ce n'était pas par tromperie de sa part. Il ne voulait tout simplement pas évoquer de souvenirs aussi douloureux. Mais ce qui était vraiment inquiétant, c'est qu'elle a essayé de s'inviter chez nous. Quand il lui a dit non, elle est partie dans une diatribe frénétique, disant que c'était parce qu'il y avait une autre fille qui vivait ici, qu'elle savait qu'il voyait quelqu'un d'autre et à quel point c'était mal. Je n'avais pas répondu à la porte. Je n'avais rien fait de toute la journée à part me réveiller, prendre une douche, bronzer et être sur l'ordinateur, tout ça dans une pièce avec les stores baissés. Mais si on s'approchait vraiment près de la fenêtre de la chambre, on pouvait un peu voir à travers les stores. Je suis convaincu qu'elle rôdait autour de l'appartement ce jour-là. Cela semble bien trop coïncident que la porte moustiquaire ait été ouverte après que la sonnette ait sonné autant de fois, puis qu'elle apparaisse et sache que je vivais ici, tout ça en l'espace de quelques heures. Il est impossible qu'elle ait été dans notre appartement pendant que je dormais, mais je n'ai pas de preuves irréfutables. Je suis contente de ne pas avoir répondu à la porte ce jour-là, mais ce sentiment est éclipsé par le soulagement que j'ai ressenti en apprenant qu'elle avait déménagé à quelques états de là pour le travail. Nous pourrons peut-être enfin trouver un peu de paix dans notre petit coin de paradis, à moins, bien sûr, qu'elle ne revienne. Je suis allé à Paris pendant mon année sabbatique en 2017. J'y suis resté environ 4 jours et c'était en avril, vers l'époque de l'attaque des Champs-Élysées, où 3 policiers ont été abattus. J'ai été témoin de cet événement depuis l'intérieur d'un magasin, et après cela j'ai dû retourner à pied à mon auberge de jeunesse. J'avais 19 ans à l'époque. Quoi qu'il en soit, le 2e jour là-bas, je pense, j'avais des billets pour le Louvre. Je suis parti le matin extrêmement excité et absolument pas intimidé par quoi que ce soit. C'était ma première fois à voyager seul à l'étranger, je suis britannique. J'adorais ça. J'avais Google Maps ouvert et je marchais tout le long du trajet, environ 45 minutes, mais cela ne me dérangeait pas. 15 minutes après avoir commencé à marcher, un gars me remarque, siffle et me sourit. Bon, ça aurait pu m'énerver, mais j'étais à Paris, peu importe. Je continue à marcher. Quelques minutes plus tard, il apparaît à côté de moi, souriant et me disant bonjour. Il devait avoir dans les 25 ans, avec la peau très bronzée. Je lui réponds « Salut », par surprise, pensant qu'il m'avait suivi. Bizarre. Nous commençons à discuter et je lui dis que je suis là en voyage et que je vais au Louvre aujourd'hui. Il me pose beaucoup de questions, je ne me souviens pas exactement de quoi, mais nous avons une conversation générale dans mon français très approximatif. Je lui demande pourquoi il me suit, n'a-t-il rien à faire? Cela ne le déstabilise pas, il sourit et continue de parler, disant qu'il n'a nulle part où aller.
Bon. Il commence à dire que je devrais aller dîner avec lui ce soir. Je dis « Super. Dans ma tête, je sais que cela n'arrivera pas. » Alors, je décide de commencer à jouer un peu avec la conversation. Je lui demande « Tu fumes ?» Il a l'air surpris et dit oui. Il faut savoir que son anglais était aussi très limité, ce qui m'a semblé étrange, car pourquoi tenter de parler à quelqu'un en anglais si tu ne maîtrises pas bien la langue? Bref, je cherche fumer dans Google en français et je lui demande « Tu fumes du ganja ?» Il a l'air légèrement confus mais rit et dit « Oh oui, viens avec moi et on pourra fumer plus tard. » Je ris aussi en pensant « Ouais, bien sûr, je ne fume pas. » C'était amusant pour le déstabiliser un peu. Il ne connaissait pas non plus les environs, ce qui était étrange. Il ne savait pas où se trouvait le Louvre. Je n'ai pas pris la peine de lui demander sa vie, donc je n'ai jamais su d'où il venait. Je lui ai dit que j'avais déjà des billets et que j'allais entrer directement. Je ne comprends pas pourquoi tu me suis. Cela ne le dérange pas et il continue en disant « Oh, attends-moi, on pourra aller dîner plus tard. Tu peux venir chez moi, rencontrer mes amis, on pourra fumer. » Bon, nous arrivons enfin. Mon cœur bat un peu plus vite à ce moment-là. Je suis seul dans un pays étranger. Que faire? Eh bien, l'entrée du Louvre a un grand espace ouvert rempli de monde, ce qui m'a un peu rassuré. Je vois enfin où on récupère les billets à un guichet. C'est la première fois que je m'éloigne de lui, sans rien dire, et je vais là-bas. Il y a un homme plus âgé qui parle anglais, évidemment pour les touristes, et je lui dis bonjour. Je voudrais un billet, blablabla. Bla bla. Il aurait pu être anglais pour ce que j'en sais, mais mon esprit allait trop vite pour remarquer. L'autre gars se tient maintenant à distance me regardant. Je regarde l'homme droit dans les yeux pendant qu'il me pose une question et je lui dis « Il y a un homme qui me suit ». Son expression change et nous maintenons le contact visuel tout le long. Il me demande « Où est-il » Je dis « Sur la droite ». Il jette un coup d'œil et revient vers moi. Il me pose quelques questions. Je dis « Eh bien, je vais entrer directement. Alors que fait-il » Il me dit d'aller directement à l'intérieur, de ne pas lui parler et de partir. J'acquiesce. Le gars s'approche soudain de moi et dit quelque chose comme « Qu'est-ce qui se passe ?» Nous ne rompions pas le contact visuel avec l'homme qui me demande alors « Tu vas bien ?» Je change de ton et dis « Oui, merci beaucoup. » Le type continue à me suivre, mais à ce moment-là, j'en ai marre et je le laisse derrière moi, prenant un escalator. Je le vois qui me regarde encore, regardant autour de lui. La chose étrange et un peu triste, c'est que j'ai essayé de parler à la sécurité. Il y en avait beaucoup à l'entrée. Je leur dis « Il y a un homme qui me suit. Que dois-je faire ?» Une dame française derrière les guichets qui tamponne mon billet me répond « Billet, s'il vous plaît. » Elle me fait descendre sans écouter. Bon, personne ne m'a écouté. Je vais au poste de sécurité à l'intérieur du Louvre et dis la même chose. Cette dame me parle, prend mes informations, puis me dit qu'il essayait probablement de me voler. Vraiment? En plein jour me suivre pendant plus de 30 minutes? Allons donc. À ce moment-là, un frisson glacé parcourt tout mon corps, mais je suis en sécurité à l'intérieur. Il y avait de nombreux soldats armés qui patrouillaient à l'intérieur et à l'extérieur, donc je n'étais pas en grave danger. Mais encore une fois, j'étais seul, jeune, mon auberge de jeunesse était loin, et si je lui avais dit où je logeais, ce qu'il m'a demandé à plusieurs reprises, quelque chose de bien pire aurait pu se produire. Je suis tellement heureuse d'avoir pu profiter du reste de mon voyage en toute sécurité, hormis la fusillade, sans trop de problèmes. Je n'ai toujours pas raconté cela à mes parents, ma mère paniquerait. Je vis dans une petite ville de campagne. Quand j'étais plus jeune, vers 13 ou 14 ans, j'étais obsédé par tout ce qui touchait au secret. Je passais des heures à chercher des théories du complot, à regarder des documentaires sur les affaires étrangères, à lire des articles sur des guerres secrètes. Je racontais tout ce que j'apprenais à mes amis et à ma famille, mais je ne recevais en retour que des réponses du genre « Oh, c'est sympa » ou « J'en doute, ça n'a jamais dû arriver ».
Personne ne semblait s'y intéresser, sauf un ami à moi nommé Craig. Nous nous retrouvions de temps en temps, et tout ce dont nous parlions, c'était de conspiration. Parfois, nous faisions des soirées pyjama et, au lieu de jouer à des jeux vidéo ou de regarder des films, nous sortions nos ordinateurs portables pour faire autant de recherches que possible. Nous notions les sites web que nous jugions étranges et remplissions des cahiers d'informations que nous avions recueillis. C'était vraiment excitant pour nous deux. Nous avions l'impression de découvrir des choses que nous n'étions pas censés savoir, et cela nous donnait une certaine adrénaline. Un soir, Craig était chez moi pour une de ses soirées pyjama, et nous faisions nos recherches habituelles. Je suis tombé sur un site web enfoui dans Google, probablement vers la page 79 du moteur de recherche. Ce site répertoriait des hommes d'État et des politiciens russes liés à une ancienne branche du programme spatial russe. J'ai reconnu cela grâce au symbole d'Intercosmos en haut à gauche de la page. La page était entièrement en russe et j'ai commencé à cliquer au hasard. J'ai fini par tomber sur une page qui ressemblait à une page de contact. En bas, il y avait ce qui semblait être une adresse email. Comme un idiot naïf, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de leur envoyer un email depuis mon adresse personnelle, qui, à l'époque, n'était que mon nom complet. J'ai écrit un email disant quelque chose comme « Bonjour, je m'appelle Non, et je me demandais si vous seriez disposé à répondre à quelques questions que j'ai sur votre programme spatial. » J'ai ensuite énuméré des théories du complot sur le programme spatial russe et exigé une réponse de leur part. Craig et moi avons trouvé cela très intelligent en espérant recevoir au moins une réponse. Dans nos têtes, s'ils niaient nos questions, cela prouverait qu'ils couvraient les faits et nous aurions donc des preuves réelles. À notre grande surprise, l'email est réellement parti. Nous pensions qu'il serait impossible de l'envoyer à cause de l'ancienneté de l'adresse. Les semaines ont passé et nous avons fini par oublier cet email. Nous avons continué nos vies d'adolescents, entre l'école et les petites bêtises de jeunes. Un week-end, je dînais avec ma famille, et ma sœur a demandé à mon père s'il avait des amis russes. Mon père a dit non, mais qu'il avait travaillé en Russie pendant quelques années par le passé. Ma sœur a alors raconté que la mère d'une de ses amies avait été abordée dans la rue, en rentrant du travail, par deux hommes avec un accent russe, dans une voiture crème foncée. Ils lui ont demandé si elle savait où se trouvait la maison portant notre nom de famille. Mon père a trouvé cela étrange et a dit qu'il appellerait la mère de l'ami de ma sœur plus tard. Immédiatement, j'ai pensé à cet email que j'avais envoyé, et ma jeune tête s'est mise à tourner, imaginant des espions qui cherchaient à nous atteindre, ma famille et moi. À vrai dire, je trouvais cela plutôt excitant. Après le dîner, mon père a appelé la mère de l'ami de ma sœur, et j'ai écouté depuis l'étage. Je ne pouvais pas entendre grand-chose à part des bribes de la conversation de mon père. Mais dès qu'il a raccroché, il nous a appelés pour une discussion familiale. Il nous a dit que ce que ma sœur avait dit était vrai et qu'il était inquiet que des voleurs essaient de repérer la maison. Il nous a dit de faire attention à une grande voiture crème foncée, avec des vitres teintées, et que si nous voyions quelque chose de suspect, nous devions immédiatement venir le voir. À ce moment-là, j'ai pensé à parler à mon père de l'email, mais j'ai eu peur d'avoir des ennuis, alors j'ai décidé de me taire. Le lendemain, ma mère m'a demandé de sortir les poubelles à l'avant pour qu'elles soient ramassées le lendemain. Nous vivions au bout d'un long chemin à la campagne, donc il fallait environ 5 minutes pour remonter jusqu'en haut de l'allée. Alors que j'approchais du sommet, j'ai remarqué une voiture garée juste à côté de l'entrée de notre allée, à environ 50 pieds. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était la même voiture que mon père avait décrite. Une grande voiture verte foncée avec des vitres teintées, simplement stationnée là. J'ai fait semblant de ne pas la remarquer et j'ai déposé les poubelles. Je me suis retourné, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon père sur son portable. Il a répondu et je lui ai dit que la voiture qu'il avait décrite était en haut de l'allée. Il m'a dit de revenir à la maison et qu'il allait sortir immédiatement. J'ai commencé à marcher lentement vers la maison, gardant la voiture dans mon champ de vision périphérique. Moins d'une minute plus tard, mon père remontait l'allée en courant et m'a demandé où se trouvait la voiture. Je me suis retourné et je lui ai montré du doigt. Il a commencé à courir vers le côté conducteur de la voiture. Soudain, le moteur s'est allumé et la voiture a démarré en trombe, filant sur la route. Stupéfaits par ce qui venait de se passer, mon père et moi nous sommes regardés en silence. Nous sommes ensuite retournés en courant à la maison.
Il m'a fait promettre de ne pas en parler à ma mère ou à ma sœur pour ne pas les effrayer. Une fois rentré, il m'a emmené dans son bureau et a appelé la police. La police a dit qu'il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire puisqu'ils n'avaient rien fait d'illégal, mais qu'il fallait rappeler s'ils continuaient à revenir. Eh bien, ils sont revenus. À chaque fois, c'était mon père ou moi qui remarquions la voiture. On essayait de s'approcher ou de la signaler, mais elle s'enfuyait. On appelait la police, puis on recommençait. Une fois, même ma mère l'a vue en rentrant des courses. La police a fini par envoyer une patrouille dans notre secteur, mais ils n'ont jamais vu la voiture verte foncer. Mon père devenait visiblement paranoïaque et envisageait même d'acheter un fusil. Pendant tout ce temps, je pensais vraiment que c'était ma faute, et que si je n'avais jamais envoyé cet email, rien de tout cela ne se serait produit. Mais je ne voulais tout simplement pas avoir des ennuis. Une fois, je me suis vraiment approché de la voiture, car elle avait calé en essayant de démarrer. J'ai essayé de lire la plaque d'immatriculation, mais la voiture était de côté par rapport à moi, et avant que je puisse m'en approcher davantage, elle était déjà trop loin. À ce stade, je n'avais plus peur, j'étais juste en colère. Je voulais que ces gens nous laissent tranquilles. Le pire moment pour moi est arrivé quand j'étais seul à la maison. Ma mère et mon père étaient au travail, et ma sœur était à l'un de ses programmes extrascolaires. Mon père m'avait dit de toujours garder la porte verrouillée, et que si quelque chose arrivait, je devais appeler la police. Je regardais la télévision dans le salon quand j'ai entendu des graviers craquer dans notre allée. C'était le bruit distinctif de la voiture qui descendait l'allée. Je me suis levé pour voir lequel de mes parents était rentré du travail, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. La voiture verte foncée était maintenant dans notre allée. Je me sentais tellement impuissant et terrifié. Elle est simplement restée là, moteur tournant. J'ai bondi pour attraper le téléphone fixe, mais dès que je me suis levé, la voiture a fait demi-tour et est repartie. J'ai immédiatement appelé mon père. Il m'a dit qu'il rentrerait bientôt et que je devais juste garder la porte verrouillée. Quand il est rentré, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il n'a pas vu la voiture en revenant, mais il a tout de même appelé la police. Cela a continué pendant au moins 2 semaines. Chaque jour, on avait de plus en plus l'impression d'être surveillé, traqué, voire chassé. On voyait la voiture à toute heure de la journée, même autour de minuit, simplement stationnée en haut de notre allée. Cependant, un jour, elle n'est pas venue. Et finalement, la voiture a cessé de réapparaître. Nous ne l'avons plus jamais revue, ni les personnes qui la conduisaient. Mais cela a laissé notre famille dans la peur pendant plusieurs mois. Après cette expérience, j'ai arrêté mes recherches. Craig et moi nous sommes éloignés, et je me suis tourné vers des passe-temps que je jugeais plus sûrs. Je ne sais toujours pas ce qui a déclenché ces événements. Je ne sais pas si cela avait quelque chose à voir avec cet email, ou si ce n'était qu'une coïncidence. Mais cela avait une nature sinistre, et cette peur est restée. Cette sensation de savoir que l'on est observé, et de ne pas se sentir en sécurité chez soi, m'accompagne encore aujourd'hui. Comme beaucoup de gens, j'ai un compte Discord. Il affiche mon prénom et une photo de moi, principalement parce que je ne l'utilise que pour parler à des amis dans la vraie vie, donc je ne me souciais pas d'y afficher mon visage ou autre. Récemment, j'ai décidé d'essayer Minecraft pour la première fois en 4 ans, parce que mes amis parlaient d'une mise à jour à venir, et ils voulaient que nous jouions tous ensemble. J'ai pensé que j'allais m'y mettre un peu en avance pour me familiariser avec les nouvelles mécaniques et autres nouveautés. J'ai trouvé un serveur, et j'y ai joué pendant environ 4 jours, avant d'apprendre qu'ils offraient des récompenses en jeu si l'on connectait son compte Discord à leur serveur. Aveuglé par ces récompenses, j'ai rejoint leur serveur Discord. Il y avait environ 400 utilisateurs en ligne, donc je ne me suis pas vraiment inquiété que des gens me voient, d'autant plus que j'étais assez bas dans la liste alphabétique. Au fur et à mesure que je m'habituais aux joueurs, je suis devenu plus à l'aise pour parler sur le serveur via le chat textuel. Ils avaient un canal secondaire censé faciliter la vente d'objets en jeu, alors j'ai laissé un message disant que je cherchais à acheter quelque chose. Environ 4 heures plus tard, un gars m'a ajouté en me disant « Je te le donne gratuitement, beau gosse », avec un clin d'œil. Je ne savais pas vraiment quoi répondre, alors j'ai juste dit « Ok, merci ». Pas de problème. Avec un clin d'œil a été sa réponse. Peu de temps après cette interaction,
Cette personne a commencé à demander constamment de se téléporter vers moi dans le jeu, et quand je lui demandais pourquoi, il répondait « Je veux juste traîner avec toi », ou une variante de cette phrase. Il faisait ça pratiquement à chaque fois que j'étais en ligne, et il me suivait autour de ma base pendant environ 1 heure, me posant des questions sur des sujets aléatoires, puis il repartait. Je ne suis généralement pas le genre de joueur à parler aux autres quand je suis en jeu. Je reste discret, et je fais mes trucs. Donc, c'était vraiment inconfortable d'avoir ce gars qui me faisait ça. Après environ 3 jours de ce comportement, il a arrêté de m'appeler beau gosse et a décidé de passer au niveau supérieur en m'appelant sexy via des messages privés en jeu. Je lui ai poliment demandé d'arrêter de m'appeler ainsi, mais il n'a pas répondu. 2 heures plus tard, il m'a envoyé un message pour me demander quel âge j'avais. Hésitant, j'ai répondu « 21 ». Pas de réponse à nouveau. J'ai décidé de me déconnecter pour la nuit, parce que j'étais fatigué. 2 jours plus tard, j'ai allumé mon PC et ouvert Discord pour voir qu'il m'avait envoyé un message privé là-dessus aussi. Il m'avait écrit « Salut » et m'a demandé de l'appeler la prochaine fois que je serais en ligne. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste ignoré son message et fermé la conversation. À ce stade, ce type commençait vraiment à me faire flipper. J'ai de gros problèmes d'anxiété lorsqu'on me donne autant d'attention, donc j'ai décidé d'éteindre mon PC et de regarder des vidéos sur YouTube au lit, sur mon téléphone. Le lendemain, j'ai ouvert Discord parce qu'un ami voulait que je le regarde jouer à Hearthstone et que je lui donne des conseils. Nous avons fait ça pendant environ 1 heure, puis il s'est déconnecté. Environ 40 minutes plus tard, le gars bizarre a essayé de m'appeler et j'ai eu un moment d'absence. Je pensais que c'était mon ami qui m'appelait, alors j'ai accepté l'appel. J'ai réalisé mon erreur presque immédiatement et j'ai coupé mon micro. Le type mangeait des chips, à en juger par le bruit, et après environ 4 secondes de mastication bruyante, il a dit « Ne coupe pas ton micro, je suis curieux de t'entendre parler ». Puis il a laissé échapper un petit rire. Le gaz était allemand et avait une voix très étrange et flippante, à la fois aiguë et tremblante. Il a commencé à parler de la manière dont il me trouvait attirant. Au fait, je dois préciser que je ne suis vraiment pas aussi attirant qu'il le faisait croire. Je suis juste un gars normal. Puis il a parlé du fait que je n'avais pas été en ligne depuis quelques jours. Ensuite, il a envoyé une photo dans le chat en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» C'était une photo de son sexe et d'un objet sexuel, probablement un flashlight. J'ai immédiatement mis fin à l'appel, fermé Discord, et j'étais totalement paniqué intérieurement. 5 jours se sont écoulés avant que je ne retourne sur le serveur Minecraft. Dès que je me suis connecté, ce gars m'a envoyé un message avec un smiley. J'ai quitté le jeu pour ouvrir Discord, décidé à bloquer ce taré pour de bon. Quand j'ai ouvert la conversation, il y avait 8 messages non lus de lui, dont 5 disaient « Je pense à toi ». J'ai rapidement bloqué son compte et fermé Discord. Ensuite, je suis retourné dans le jeu, et heureusement, il y avait une commande « Ignore » qui permettait de le bloquer aussi dans le jeu, ce que j'ai fait. C'était tellement bizarre et dérangeant, et c'était ma première expérience de ce genre. Même si ça ne date que d'il y a environ 2 semaines, je ne m'en suis complètement remis que quelques jours plus tard. Comme je l'ai mentionné, j'ai une horrible anxiété lorsque je reçois beaucoup d'attention de ce type. Ce qui a empiré les choses, c'est que j'utilisais un compte où mon visage et mon prénom étaient invisibles, et je n'avais jamais été dans une situation où j'avais reçu de l'attention de la part de quelqu'un du même sexe. À l'époque, je ne savais pas quoi faire parce que j'étais tellement anxieux, mais en y repensant, j'aurais dû bloquer ce type immédiatement après qu'il m'ait mis mal à l'aise. Depuis, j'ai activé l'option sur Discord qui empêche l'affichage automatique des images. J'ai aussi envoyé un message à l'un des administrateurs du serveur Minecraft pour leur raconter ce qui s'était passé, et ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures. Ce qui est encore pire, c'est que ce gars est un membre régulier et haut placé sur le serveur, donc je me demande si je suis la seule victime de ce taré. Il pourrait avoir fait la même chose à une personne plus jeune. Je suis une femme de 19 ans avec un petit ami qui fréquente la salle de sport. En général, je vais à notre salle de sport locale avec lui, mais parfois, à cause de son emploi du temps, je dois y aller seul, ce qui, normalement,
ne pose pas de problème. Jusqu'à cette nuit-là. J'entre dans la salle de sport et je suis immédiatement accueilli par un homme que j'ai déjà vu ici, me souriant. Étant quelqu'un de poli, je lui rends son sourire. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué avant ce soir-là, mais je ne savais pas encore que lui rendre ce sourire serait une erreur. Je continue mon entraînement, mais pendant tout ce temps, je sens un regard fixé sur moi. Chaque fois que je tourne la tête, je croise son regard, toujours avec un immense sourire sur son visage. Et je ne parle pas d'un petit sourire timide, mais d'un grand sourire vraiment dérangeant. Il était déjà tard, et je n'étais pas du tout d'humeur, alors j'ai vite terminé ma routine. J'ajouterai que ce type utilisait toutes les machines à côté de moi, essayant de capter mon attention, mais je l'ai ignoré. Une fois mon entraînement terminé, je me suis précipité dans les vestiaires des femmes, j'ai attrapé mes clés et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à ma voiture. Ma voiture est un peu vieille, donc normalement il faut attendre que le moteur chauffe un peu, mais pas ce soir-là. J'ai immédiatement passé la marche arrière et c'est là que j'ai entendu le gars crier « Hé, mademoiselle !» Et soudain, il était à ma fenêtre, avec le regard le plus fou que j'ai jamais vu chez quelqu'un. D'une voix ferme, je lui ai demandé quel était son problème et ce qu'il m'a dit m'a glacé le sang. « Je sais que tu as un petit ami, je te vois ici avec lui, et je ne veux pas que tu penses que je te suis ou quoi que ce soit. Je m'appelle David, et je te promets que je n'ai aucune mauvaise intention. Mais je veux juste que tu saches que je vois cette tristesse derrière tes yeux, et chaque soir je prie pour toi. » À ce moment-là, je tremblais, et j'avais juste envie de lui rouler dessus. J'ai l'habitude que des hommes complimentent mon apparence, mais jamais je n'avais entendu quelque chose comme ça. J'ai rapidement dit « Merci » et j'ai filé. J'ai appelé ma mère, paniquée, et elle m'a taquiné en disant « Il t'aime bien ». Mais j'avais un très mauvais pressentiment à propos de ce type. Je me suis ensuite arrêté à Walmart pour acheter quelque chose rapidement, et devinez qui était là, pratiquement en train de m'attendre. David. Il m'avait suivi de la salle de sport jusqu'au Walmart. J'étais à la caisse automatique et j'ai rappelé ma mère. Cette fois, elle m'a dit de rester au téléphone avec elle et de faire semblant que c'était mon petit ami. Alors, je lui ai dit à quelle heure je serais à la maison, que je l'aimais et que j'avais hâte de la voir. Mais cela n'a pas découragé ce type. Il s'est approché de moi et n'arrêtait pas de dire « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Encore et encore, jusqu'à ce que je craque et crie « Quoi ?» Il m'a alors dit « J'adorerais que toi et ton petit ami preniez un café avec moi pour écouter mon témoignage. » Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Peut-être qu'il ne m'a pas suivi chez moi, mais le fait qu'il m'ait suivi de la salle de sport jusqu'à Walmart m'a terrifié. Mon petit ami et moi sommes retournés à la salle de sport pour obtenir ces informations, et la personne qui travaillait ce soir-là avait déjà ces informations sous la main. Elle a dit qu'elle m'avait vu très mal à l'aise et qu'il me fixait tout le temps. Elle savait que je reviendrais pour le signaler. Ils ont annulé son abonnement, mais je n'ai jamais déposé de plainte à la police à cause de mauvaises expériences passées avec eux. Mon petit ami a fini par faire un post sur Facebook pour avertir les autres jeunes femmes qui fréquentaient la salle de sport. Je pensais que tout se terminait là, mais David a vu le post et a envoyé à mon petit ami un long message racontant pratiquement toute sa vie, affirmant qu'il n'avait aucun intérêt romantique pour moi et d'autres absurdités pour qu'il retire la publication. Nous avons regardé son profil, et dans sa biographie, il était écrit « Je ne suis pas bon », mais lui, il l'est, ce qui m'a encore plus terrifié. Que voulait-il dire par là? Pour empirer les choses, il a avoué à mon petit ami qu'il ne vivait même pas dans notre ville ni n'y travaillait, ce qui me fait me demander s'il avait été expulsé de sa salle de sport locale pour avoir fait ça à d'autres femmes. Un mois plus tard environ, il a envoyé un message à mon petit ami en disant qu'on ne le reverrait plus, car il partait à l'étranger. Ses intentions me sont toujours inconnues. Qui dit à une inconnue qu'il prie pour elle tous les soirs? Cela me fait me demander combien de fois je suis allé à cette salle de sport seul, alors qu'il m'observait. David, si tu lis ceci, j'espère ne jamais revoir ton côté effrayant, et tu devrais vraiment arrêter d'aborder des femmes seules de cette façon. Je regarde toujours par-dessus mon épaule chaque fois que je rentre chez moi, et je m'assure que tu n'es plus dans ma salle de sport avant de commencer à m'entraîner.
J'espère aussi que tu as arrêté de prier pour moi tous les soirs, surtout après ce qui s'est passé. Je suis une fille de 19 ans, grande, mince et très pâle, avec des yeux marrons et des cheveux noirs jusqu'aux épaules. Je parais vulnérable et fragile au premier regard, ce qui est malheureusement vrai. C'est souvent la raison pour laquelle je suis régulièrement suivi, touché ou harcelé dans mon pays. Dans toutes les écoles publiques, les élèves portent des uniformes, ce qui permet aux gens de savoir facilement si tu es étudiant ou non. Si tu portes ton uniforme scolaire et que c'est un jour de semaine, tu n'as pas le droit d'entrer dans un centre commercial avant 17h30. C'est pour cela que j'attendais que mon oncle vienne me chercher après l'école, au lieu de traîner ailleurs. Mes amis étaient déjà rentrés chez eux à ce moment-là. Ce jour-là, j'étais particulièrement déprimé. Je venais de perdre un concours de rédaction. Je suis journaliste pour mon école et je suis en 9e année, ce que certains pourraient juger ennuyeux. Mais nous sommes tous obligés de participer à ce concours chaque année. Habituellement, je gagne et je monte sur scène, mais cette année, j'ai perdu, ce qui m'a vraiment mise de mauvaise humeur. Le concours s'était terminé très tôt, alors j'ai envoyé un message à ma mère pour qu'elle dise à mon oncle de venir me chercher. Ensuite, je suis sorti de l'école avec mes amis, et nous nous sommes séparés. Ils rentraient tous chez eux par le même chemin, mais j'étais la seule à devoir marcher dans une direction différente. Mon oncle m'avait dit d'attendre au bout de l'école, parce qu'il pouvait toujours facilement se garer là-bas. Je marchais, encore contrarié, et je suis arrivé à l'endroit prévu pour l'attendre. 10 minutes sont passées, et mon oncle n'était toujours pas là. J'ai donc vérifié mon téléphone, et il m'avait envoyé un message pour me dire qu'il allait être en retard à cause du trafic très dense et des travaux sur la route. Super. J'étais toujours là, à attendre depuis environ 5 minutes de plus, quand 2 gars sont passés. Ils m'ont vu, debout toute seule, et j'ai vu qu'ils se chuchotaient quelque chose en rigolant avant de revenir vers moi. Ils se sont arrêtés à environ 5 mètres de moi, mais je pouvais encore les voir clairement. J'étais déjà contrarié et agacé, alors je n'ai rien dit. J'aurais pu leur dire de partir ou de s'éloigner, mais j'étais trop fatigué et énervé, donc je suis resté là à attendre. Ils ont commencé à m'appeler. « Comment tu t'appelles » depuis leur position. Je ne leur ai pas répondu et les ai ignorés, mais ils ont continué à insister. Ils ont dit « Hé, comment tu t'appelles » Toujours à nous ignorer. Tu te crois célèbre, hein? À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir à la fois effrayé et agacé. Il faut comprendre que, quand j'ai peur, je n'arrive plus à bouger ni à parler. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste que mon corps réagit comme ça. Je restais donc là, immobile, sans même les regarder, comme si je ne les entendais pas, et ils continuaient à demander mon nom. Puis ils ont commencé à me demander l'heure. Je suis restée silencieuse, faisant semblant de ne pas les entendre. Ils se sont ensuite approchés de moi, s'arrêtant à environ 1 mètre de distance, chuchotant et riant. Là, j'ai vraiment commencé à avoir peur. J'étais la seule dans cet endroit, avec 2 gars bizarres qui me parlaient et me harcelaient. Je me sentais si impuissante, mais je n'ai rien fait. J'étais appuyée contre une barre jaune utilisée pour bloquer les routes quand elles sont fermées. L'un des gars s'est assis sur la barre et a commencé à la secouer violemment. Je l'ignorais toujours, mais j'ai arrêté de m'appuyer contre la barre. Il n'arrêtait pas de demander l'heure. « Hé, quelle heure il est ?» Puis il riait. L'un des gars a répondu « Eh bien, il est temps de mourir. » Ils ont tous les deux éclaté de rire. Je ne pouvais pas croire ce qu'ils venaient de dire. J'étais au bord des larmes, et cela faisait déjà 20 minutes que j'attendais mon oncle, avec ces 2 gars étranges à côté de moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à envoyer un message à mon meilleur ami, lui racontant tout ce qui se passait. Il était tellement furieux de la situation et des gars qu'il voulait venir me chercher, mais il était en vacances dans un autre pays avec sa famille, donc il n'avait pas d'autre choix que de me donner des conseils. Alors que j'étais en train de lui écrire, l'un des gars s'est placé juste devant moi et m'a demandé à nouveau « Quelle heure il est ?» tout en regardant vers le bas. « 4h30, c'est 4h30, ai-je répondu, paniqué. C'est alors que j'ai réalisé qu'il regardait mon badge d'identification que je portais. Heureusement, il était retourné, donc il ne pouvait pas voir mon nom ni ma classe.
J'ai été tellement soulagé que mon badge soit retourné. Les gars ont finalement commencé à s'éloigner quand ils ont vu une voiture arriver près de moi. C'était mon oncle. Ils se sont éloignés de moi et ont détourné le regard, comme si de rien n'était. J'ai vite sauté dans la voiture, terrifié et bouleversé. Ce jour-là avait vraiment été le pire. J'avais perdu un concours et j'avais été harcelé par des types effrayants. Mon oncle a conduit un moment, et après quelques minutes, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il était furieux contre ces gars et voulait faire demi-tour pour les confronter, mais je ne voulais pas retourner là-bas. J'avais déjà passé une journée horrible, et ces gars n'étaient peut-être plus là, et qui sait ce qu'ils auraient fait en réponse. Je sais que ce n'est pas une histoire très terrifiante, mais quand on est dans cette situation, quand on ne peut ni bouger ni parler, on est effrayé, on a envie de pleurer. Je me sentais impuissante et engourdie,